je vous présente en fait les résultats des réflexions de l'atelier incendie. Donc l'atelier incendie est composé de une quarantaine à peu près de membres, dont une bonne trentaine sont des membres assez assidus, dont certains se trouvent dans cette commission aujourd'hui. Et donc, cette commission a commencé ses travaux dès fin 2015. La première réunion avait lieu en décembre 2015. Et au fur et à mesure, donc, nous avons progressé et essayé d'identifier la situation des structures bois vis-à-vis de la sécurité incendie. Donc, très rapidement, quelques rappels, mais je ne vais pas vous faire un grand cours là-dessus, juste vous donner quelques principes. Juste au passage, Marie, je propose d'envoyer donc bien sûr cette présentation en version PDF qu'on pourra diffuser à tous les membres par la suite. Oui, bien sûr. Merci. Donc, bon, principe de sécurité, éviter l'excès d'un incendie, limiter la propagation du feu à l'intérieur et à l'extérieur de la construction, assurer la sécurité des occupants et faciliter l'intervention des secours. Donc, rien de nouveau, mais bien évidemment, ça s'applique aussi pour les structures en bois. Et ceci est exprimé aussi bien de façon qu'on appelle descriptive, c'est-à-dire on explique ce qu'il faut faire, ou de plus en plus, maintenant quand même, on laisse des libertés d'évolution ou de conception avec une réglementation sous forme d'objectifs à atteindre. Mais c'est ce qu'on appelle l'ingénierie et la sécurité incendie. Je vous en donnerai dire un petit mot à la fin de cet exposé. Alors, les règlements en matière de sécurité incendie, il y en a pour les établissements du public, les habitations, les bureaux, dit aussi établissements de recevement des travailleurs. Il y a des arrêtés spécifiques pour la résistance au feu, pour la réaction au feu, d'autres pour les immeubles de grande hauteur. Et on a en ce moment deux lois, deux évolutions. L'une, c'est la loi Elan qui parle des IMH, des immeubles de moyenne hauteur, c'est-à-dire des bâtiments qui sont compris entre 28 et 50 mètres. Là, il y a des réflexions qui sont en cours au niveau du ministère de l'Intérieur. Et on a ce qu'on appelle la loi ESSOC qui parle de solution d'effet équivalent, c'est-à-dire qui permet en fait de déroger aux exigences descriptives tout en permettant d'avoir un niveau de sécurité équivalent. En général, la réglementation actuelle, telle qu'elle est, plutôt de façon descriptive, ne donne pas trop d'entrave à l'usage du bois structural en ce qui concerne les exigences de sécurité incendie. Il y a quelques restrictions, je ne vais pas vous les détailler. Il y en a quelques-unes pour l'habitation, donc sur des marches, des revêtements de parois verticales, etc., qui doivent, dans un certain nombre, être en matériaux, soit en combustible, soit présentant une réaction au feu que généralement le bois ne peut pas atteindre s'il n'est pas ignifugé. On a aussi des restrictions en ce qui concerne les établissements recevant du public. Une principale, c'est quand même les parois des cages d'escalier qui doivent être un matériau incombustible. Là aussi, on en reparlera tout à l'heure. Sinon, d'autres concernant les différents types, les types U, les types L, enfin bon, selon qu'on a des bâtiments des hôpitaux ou des bâtiments aussi de 5e catégorie. Enfin bref, il y a quelques petites restrictions, parfois, qui peuvent présenter peut-être quelques handicaps, mais qui ne sont quand même pas quelque chose de très majeur. Pour les bureaux, c'est la même chose. La réglementation est surtout relativement précise pour les bureaux lorsque les bâtiments, le plancher haut est à plus de 8 mètres. Donc là, il y a un certain nombre aussi de conditions de réaction au feu, principalement pour un certain nombre de matériaux de construction. Et puis, et ça c'est le point le plus contraignant, les immeubles de grande hauteur. C'est un arrêté du 31 décembre 2030 peut-être. Bon, enfin bref, décembre 2011, dans lequel la limitation de la charge calorifique fait qu'il n'est pas possible avec cette réglementation-là, si on la prend à la lettre,
et de façon descriptive de construire un bâtiment en bois de grande hauteur, c'est-à-dire supérieur à 28 mètres pour les ERP ou supérieur à 50 mètres pour les immeubles d'habitation. Mais, comme je vous le dirai un peu plus tard, il y a une note qui a été élaborée par le ministère de l'Intérieur en 2017 et qui permet l'usage de l'ingénierie de la sécurité incendie et qui permettrait, et qui permet déjà dans un certain nombre de projets en cours, de construire des immeubles de grande hauteur en structure bois. Bon, que le bois soit un matériau combustible, comme qui a une cheminée chez lui est au courant. Donc, bien sûr, selon que le bois va être plus ou moins massif, il va brûler plus ou moins vite. Donc, on peut avoir une marge de sécurité assez importante, même si un feu prend naissance dans un bâtiment en bois. Toutefois, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, il y a quand même un certain nombre de précautions supplémentaires qu'on préconise au niveau de l'atelier incendie pour éviter d'avoir quand même des incendies trop importants, trop volumineux. Donc là, bon, les différentes phases de la combustion, ça aussi on peut passer. Alors il y a un point quand même relativement intéressant dans la combustion du bois. Si je prends ce combustible-là en vert ou enfin, en gris, mais avec un nom en vert, donc considérons que c'est du bois. Considérons qu'on a eu un échauffement tel que le bois a commencé à pyrolyser. Ces gaz de pyrolyse sont des gaz inflammables qui, au contact de l'oxygène, vont s'enflammer, vont re-rayonner vers le bois et donc conduire à la combustion et au développement du feu. Par contre, ce qui a été démontré dans plusieurs études, c'est que si on prend un élément en bois isolé, eh bien, ce rayonnement thermique en retour n'est pas suffisant pour entretenir la combustion du bois. Pour qu'il y ait combustion du bois, et là aussi je ferai référence à vos expériences de cheminée, il faut quand même mettre le bois, les différentes bûches les unes à côté des autres, que l'une rayonne vers l'autre, etc., pour qu'on puisse avoir donc une combustion entretenue. Donc, ce qui veut dire que dans une pièce, lorsqu'il n'y a qu'une surface limitée de bois en cours de combustion, eh bien, lorsque l'incendie de la charge mobilière s'arrête ou est en train de décliner, il y a une forte probabilité pour que cet élément de structure en bois puisse lui aussi s'éteindre. Donc ça, on a mis quelques possibilités dans nos recommandations et on est en train de faire des études un peu plus poussées à l'heure actuelle. En ce qui concerne la réaction au feu, bon là, rien de bien nouveau. Le bois, en général, c'est classé avec le nouveau classement européen en DS2D0. Bien évidemment, on peut, dans certains types de bois, atteindre un classement C, mais c'est quand même assez rare. Si on veut avoir ce classement C systématiquement, voire un classement B, il faudra qu'on passe avec un produit d'inifugation selon un certain nombre d'applications de normes européennes. Donc là aussi, tout ça, bon, c'est des choses relativement connues et donc je passe assez rapidement. Bon, je fais référence aussi, il y a Cinerbois, donc cette association créée entre le FCBA et le CSTB qui a édité un certain nombre de guides et dont un guide pour ces problèmes de réaction au feu. Le CODIFAB a aussi édité un certain nombre de documents, bien évidemment. Alors, en résistance au feu, là, on va plutôt faire référence à la partie incendie, partie 1.2 de l'Eurocode 5, donc le N 1995, 1.2, donc qui permet jusqu'à des résistances au feu de 120 minutes d'avoir des méthodes de calcul, sauf que on est limité en résistance des assemblages à 60 minutes, mais il y a eu des essais qui ont été faits dernièrement dans le cadre d'Adif Bois et également des propositions d'extension des méthodes de calcul qui ont été faites principalement par le CSTB dans le groupe de travail européen, qui devraient à terme permettre d'avoir aussi des méthodes de calcul pour des résistances au feu de 90 et de 120 minutes.
Également, l'Eurocode actuel, mais la version en cours est en train d'y remédier, ne concerne pas le bois lamellé croisé, le CLT. Et là aussi, dans la version future, on devrait avoir des méthodes de calcul pour le CLT. Et puis, il y a aussi des normes 1381, partie 7, ou la norme 1435, qui est élaborée par le CNTC 127 sur les problèmes de protection des structures en bois, donc qui permet d'avoir des résultats expérimentaux et aussi d'avoir des méthodes de dimensionnement, des protections thermiques pour les structures en bois pour éviter qu'on atteigne des températures principalement d'inflammation à 250-300 degrés. Là aussi, nous avons un guide Cinerbois pour les cloisons et les planchers poutre-poteau qui a été en partie repris, je crois, dans le texte national actuel de l'Eurocode 5, partie 1-2. Alors, d'un point de vue synthèse réglementaire, où en est-on? On peut dire que la réglementation en matière de sécurité incendie a été élaborée au fur et à mesure que la construction se faisait. Bon, les textes, on peut peut-être remonter à 1667, l'incendie de Londres, mais enfin bon, on a des textes plus récents. Mais enfin, à cette époque-là, quand même, on disait que toutes les charpentes bois de Paris devaient avoir 3 cm de plâtre ou de gypse, je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque. Et ça, c'était la première ordonnance royale en 1667 qui a été prise. Bon, depuis, ça a quand même bien évolué, mais n'empêche que à l'heure actuelle, on s'en rend compte que la majorité de la réglementation a surtout été faite pour les bâtiments en béton ou en pierre, tels qu'on les a connus depuis le début de l'année, le début du siècle, début 1900, excusez-moi. Donc, il faut se rendre compte que à l'heure actuelle, les réglementeurs, bon, ils n'ont pas l'air de trop s'en soucier, mais les réglementeurs n'ont pas vraiment pris en compte le fait qu'on pouvait faire quand même un bâtiment en bois de grande dimension avec une quantité de bois assez importante à l'intérieur. Donc, considérons quand même que les constructions en bois peuvent présenter certaines particularités qu'il y a lieu de prendre en compte. Les règles que l'on a élaborées au sein de l'atelier incendie vont viser 2 choses. Bon, d'une part, prendre en compte que le fait de faire une construction en bois va conduire à une plus grande quantité de matériaux combustibles dans le bâtiment, et que, également, le fait d'avoir des éléments connectés, enfin poutres, poteaux, mais surtout planchers, etc., cloisons, peut créer des voies de circulation des gaz chauds. Donc, on a des attentions particulières à avoir lorsqu'on va construire un bâtiment en bois d'une certaine hauteur. Et donc, à partir de là, nous avons élaboré un certain nombre de recommandations, donc on peut retrouver sur le site extranet d'Adif Bois. Ces recommandations sont en fait au nombre de 4. Donc, une concerne les bâtiments d'habitation de 8 à 28 mètres, une autre les établissements recevant du public de 8 à 28 mètres, une autre les bureaux de 8 à 28 mètres et les immeubles dits de grande hauteur supérieurs à 28 mètres, c'est-à-dire qu'on couvre les bâtiments de quatrième famille de 28 à 50 mètres d'habitation de quatrième famille que les immeubles qui sont gérés par l'arrêté du 30 décembre 2011. Alors pourquoi ces 8 à 28 mètres? Alors bon, on a eu des débats au sein de l'atelier incendie, il faut reconnaître, en considérant que Adif Bois a été principalement créé pour les bâtiments de grande hauteur. Bon, on s'est aperçu quand même que dans les projets lauréats, il n'y avait pas que des bâtiments supérieurs à 28 mètres, il y en avait quelques-uns qui étaient inférieurs. Et on sait aussi, en fonction des discussions à l'intérieur de l'atelier incendie, nous avons un certain nombre de représentants de la Fédération de sapeurs-pompiers de France et aussi de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont fortement alerté, compte tenu des quelques expériences qu'ils ont eues déjà sur des bâtiments en bois, qu'à partir de 8 mètres,
il y avait quand même une certaine difficulté pour accéder dans les bâtiments. C'est-à-dire qu'à partir de 8 mètres, c'est l'échelle à main qui peut être utilisée. Et quand je dis 8 mètres, c'est bien sûr le plancher bas du dernier niveau accessible par les personnes. Quand on a des duplex ou triplex, c'est bien sûr le plancher bas du duplex ou du triplex. Donc, 8 mètres, c'est dû à cette dimension des échelles, enfin, hauteur qui peut être atteinte par les échelles. 28 mètres, c'est celle qui est généralement atteinte par les échelles mécaniques sur camion. Et à partir de 28 mètres, eh bien, c'est quasiment plus accessible. Il y a quelques échelles qui vont un peu plus haut de 28 mètres, mais c'est quand même très rare. Et donc là, il est certain que soit lorsque les sapeurs-pompiers et les services de secours n'ont pas accès par une voie échelle, parce que encore faut-il pouvoir développer cette échelle de 28 mètres, soit lorsqu'ils n'ont pas accès par une voie échelle, soit lorsque ça dépasse les 28 mètres, ils vont être obligés de monter par la cage d'escalier. Et là, on a quand même un certain nombre de prescriptions, de recommandations supplémentaires pour quand même préserver la sécurité des occupants pour qu'ils puissent évacuer, mais aussi des intervenants. Donc, en gros, les grandes lignes, si vous voulez, je ne vais pas détailler ces différentes notes, mais en général, elles ont des thèmes communs que je vais vous présenter ici. Le premier, c'est la cage d'escalier. Bon, la cage d'escalier, c'est ce qu'on a appelé sanctuariser les cages d'escalier, c'est-à-dire permettre d'avoir des cages d'escalier en bois et en CLT. On nous a expliqué que c'était quand même mieux d'un point de vue gestion des chantiers et autres d'avoir des cages d'escalier en bois plutôt que d'avoir des cages d'escalier en béton, même si cette option-là de construction mixte est bien sûr utilisée dans un certain nombre de cas. Enfin, toujours est-il que si on a une cage d'escalier en bois massif, la préconisation, c'est de mettre une protection de part et d'autre de ces parois en CLT, de façon à ce qu'on ait une marge de sécurité suffisante, et on a mis la marge de sécurité sur la température seuil à l'interface entre la protection interne et le bois à 140 degrés. Alors, on sait bien que c'est quelque chose de assez draconien, mais il nous a paru nécessaire de pouvoir donner la confiance suffisante aux services de secours pour qu'ils n'aient pas à se poser des questions lorsqu'ils vont avoir à rentrer dans un bâtiment en bois, à se dire « Oh, combien de temps je dispose devant moi? Est-ce que la cage d'escalier va pouvoir tenir suffisamment longtemps, etc. » Donc, voilà pourquoi on a cette précondition à 140 degrés et donc avec une épaisseur de plaque de plâtre. On a dans ces notes des informations sur les épaisseurs à mettre en œuvre pour que autant de stabilité au feu requis par l'augmentation, soit 1 heure, soit une demi-heure, soit 1 heure, soit 1 heure et demie, etc., eh bien, on ait des idées sur les épaisseurs de protection. Alors, bien sûr, on a donné des solutions par plaque de plâtre, mais toute autre protection qui respecte ces critères peut bien sûr être utilisée. Alors, il y a juste un handicap pour cette cage d'escalier, c'est cette disposition de la réglementation sur les établissements de recevement du public qui demande que la cage d'escalier soit incombustible. Et alors, même si c'est du bois protégé au sens de la réglementation, ce n'est pas considéré comme incombustible, mais nous avons développé une étude et un certain nombre d'arguments pour montrer que si on a une protection importante de part et d'autre de cette paroi en bois, eh bien, on peut considérer que la cage est incombustible et donc on doit avoir une chance qu'au niveau départemental, on puisse avoir une dérogation sur ce cas. On a aussi donné des préconisations pour les circulations horizontales et pour les gaines d'ascenseur. Alors, c'est un niveau moindre, grosso modo, le principe est le même que ce que je viens de vous dire sur les cages d'escalier, mais on a pris une marge de sécurité un peu moins importante. On a considéré que la température d'interface pouvait atteindre 250 degrés, donc ce qui fait qu'on va réduire l'épaisseur de protection, parce que une paroi,
circulation horizontale, ça ne distribue qu'un étage et non pas l'ensemble des étages comme une circulation verticale. Et en ce qui concerne les gaines d'ascenseur, eh bien, en règle générale, ce n'est pas utilisé, ça ne doit pas être utilisé pour évacuer. Donc, ce qu'on veut juste pour les gaines d'ascenseur, c'est d'éviter qu'il y ait des gaz chauds qui puissent passer par la gaine d'ascenseur, trouver un combustible dans la gaine d'ascenseur et ensuite se propager d'étage en étage. Donc, avec cette protection que l'on préconise, on va éviter d'avoir cette propagation du feu par la cage d'ascenseur. Alors, le point important, le deuxième point important de ces structures en bois, c'est d'éliminer toutes les voies possibles de propagation du feu. Alors, que ce soit des voies par des canalisations qui seraient mal calfeutrées, par des inserts, par des joints mal conçus entre différents éléments, et aussi la propagation par l'extérieur. Alors, en ce qui concerne la propagation par l'extérieur, je ne vous en parle pas vraiment, comme je l'ai marqué ici. Il y a un guide qui a été fait par le CSTB et le FCBA suite à des travaux effectués sous l'égide du CODIFAB, et donc qui a conduit à un guide de conception des façades pour donc éviter qu'il y ait ce risque de propagation du feu par l'extérieur. Donc ça, on peut considérer que ceci est couvert principalement pour les bâtiments jusqu'à moins de 28 mètres. Pour ceux de plus de 28 mètres, là, il faut des avis spécifiques. J'ai appris dernièrement qu'une note complémentaire était en cours d'élaboration, ou quasiment élaborée, par le CSTB et le FCBA pour l'application des arrêtés du 7 août 2019. Il y a eu, le 7 août de l'année dernière, des arrêtés qui renforçaient les exigences pour les bâtiments de 4e et de 3e famille. Et donc, afin que le guide qui a été conçu il y a déjà quelques temps puisse être applicable, là, cette note doit paraître très rapidement. Joël, pardon, oui, je vous interromps. Il y a Clément Anquino de l'UICB qui nous précise que la note, donc j'imagine que c'est la note CSTB-FCBA, est publiée. C'est ça? Très bien. Peut-être. J'ai eu quelque chose en demandant de la diffuser au sein de l'atelier incendie et ça devrait être diffusé très, très prochainement par les FCBA, mais peut-être qu'elle a déjà été publiée. Peut-être. Je sais qu'elle est finie d'être élaborée, c'est sûr. Bon, bah, très bien. Donc, si elle est connue, ça va. Alors, éliminer ces voies de propagation, ça veut dire bon, les incorporations, pardon, je vais maîtriser. Donc, le traitement des incorporations, des blocs de prise électrique, des suspensions, des interrupteurs, bon, c'est quelque chose d'assez classique dans toute construction. Hein. Ça n'est pas lié aux constructions bois. Le tout, c'est d'avoir quand même des essais de référence avec des supports bois pour justifier les matériaux qu'on va mettre en œuvre. C'est la même chose pour toutes les fermetures, rebouchages, les portes, les volets, les clapets. Il faut qu'ils puissent justifier de leur classe de résistance au feu dans des parois en bois. Et puis, aussi un soin qui n'est pas toujours bien traité par la réglementation actuelle. La réglementation actuelle, il faut savoir qu'elle donne des exigences pour les planchers, pour les cloisons, pour les poteaux, pour les poutres. Elle ne donne pas d'exigences pour un volume constitué de planchers, de cloisons, de poteaux et de poutres. L'interaction, la connexion entre ces éléments-là est toujours un point faible, disons, de notre réglementation. Alors, ce qu'on met ici, ce n'est pas forcément aussi spécifique à la construction bois, c'est particulièrement important pour la construction bois, mais la construction en béton qui utilise de plus en plus d'éléments préfabriqués est également sujet à ces mêmes exigences, hein, c'est évident. Et donc là, nous venons au sein de l'atelier incendie, avec donc ce financement d'Adif-Bois, de publier un guide dit Interface, donc, qui a été principalement conçu par Olivier Gojard et qui a aussi fait quelques présentations en visioconférence de ce guide de Interface. Et donc là, ce guide, vous pouvez l'avoir sur l'extranet d'Adif-Bois, dans les publications, et en grande
grandes lignes, le contenu de ce guide, c'est bon, quelques généralités sur le feu et l'incendie, sur le comportement au feu des constructions en bois. Alors, pourquoi ces rappels? Bon, ce ne sont que des rappels, mais on est conscient que ce qui est donné, pardon, excusez-moi, je ne maîtrise pas, qui est donné après le traitement des techniques constructives sur les interfaces, sur les cavités, les points singuliers, les percements, les incorporations. On a donné un certain nombre d'exemples, mais on ne peut pas couvrir tous les cas d'espèces, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il est apparu souhaitable que le bureau d'études, les concepteurs, voire même ceux qui vont mettre en œuvre les différents dispositifs, eh bien, aient un minimum de compréhension du feu, de la propagation d'incendie, du comportement des constructions bois, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a un rappel assez volumineux quand même. Mais si vous avez passé ce stade-là, ces 2 premiers chapitres, vous aurez quand même un certain nombre d'exemples qui devraient vous être utiles pour la conception de vos ouvrages. Ensuite, on a préconisé aussi une disposition qui est de limiter la surface de bois structurale pouvant entrer en combustion. Alors, c'est bien sûr une des propositions, des recommandations qui sont les plus contraignantes, c'est certain, mais on a considéré, et les études qu'on a pu avoir, que ce soit expérimentales en venant d'étrangers que des études numériques, montrent que si on a quand même une quantité importante de bois non protégé dans une pièce, dans un volume, eh bien, on va avoir forcément un feu plus important, d'une part, éventuellement des flammes à l'extérieur plus importantes, mais aussi on risque d'avoir une combustion totale de nos parois. La notion de résistance au feu, dans ce cas-là, ne veut plus rien dire, puisque en fait, le bois va continuer à brûler par lui-même et donc va pouvoir conduire, si vous voulez, à la propagation du feu d'un local à l'autre, ce qui, si jamais ça arrivait, serait un handicap majeur pour l'intervention des pompiers. Alors, on peut se dire que pour certains types de bâtiments de très faible hauteur, ce n'est pas trop grave, que les pompiers doivent reculer, que le bâtiment continue à brûler. Excusez-moi. Mais on a considéré quand même qu'il fallait alerter les membres de la filière bois sur, excusez-moi encore, sur ce risque sur un bâtiment de grande hauteur, enfin d'une certaine hauteur déjà, parce que, aussi bien pour l'image de marque de la filière bois que pour l'opinion publique que ça pourrait développer si jamais on avait des feux relativement importants dans ce type de bâtiment, il fallait quand même limiter le plus possible donc, le nombre de parois qui seraient non protégées, qui seraient apparentes. Et donc, pour l'instant, on préconise, en attendant des études un peu plus complètes, que pour un local, une seule paroi verticale en bois massif ne soit pas protégée et que si jamais, par contre, on a une protection des éléments plans, qu'on puisse autoriser les poutres et les poteaux d'une structure qui ne soient pas protégés, à condition qu'il y ait quand même un certain distance entre ces éléments-là. Mais bon, là, on n'a pas encore vraiment de chiffres précis là-dessus. Donc ça, c'est les différentes préconisations qu'on a pu faire de façon à limiter le plus possible donc le risque d'incendie, de développement d'incendie dans un bâtiment. Alors, il est certain que le risque d'incendie, en général, c'est quand même un risque qui n'est pas très courant et qu'on peut très bien avoir un bâtiment qui vivra pendant plusieurs années sans suivre ses préconisations, sans qu'il y ait de problème. Mais ce qu'on veut, c'est surtout ne pas avoir le cas dramatique qui pourrait survenir. Et bien évidemment, on a des analyses spécifiques, les méthodes de calcul dont je vais vous parler un tout petit peu tout de suite, et je vais essayer de me dépêcher parce que je vais quand même prendre trop de temps, donc permet d'avoir des analyses beaucoup plus détaillées que ces préconisations qu'on fait ici. Donc ça veut dire qu'au cas par cas, on peut se permettre d'aller bien sûr au-delà de nos préconisations. Alors, ce cas particulier, justement, des immeubles de grande hauteur, et là, ça va me permettre de vous présenter ces préconisations. Alors, bon, les IGH, les exigences, l'incendie conventionnel, hein, l'incendie quand même qui
qui atteint au bout de 2 heures plus de 1000 degrés. Donc là, la réglementation impose d'avoir une stabilité au feu de 2 heures pour les éléments de structure et, comme je vous l'avais déjà dit, d'avoir une limitation de la charge calorifique immobilière, ce qui fait que si on a grosso modo un plancher de 5-6 cm d'épaisseur, on atteint notre limitation. Donc, il est évident qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, faire de la construction en CLT. Donc, il y a cette note du 27 juillet 2017, donc, qui vient du ministère de l'Intérieur et qui précise les conditions dans lesquelles on peut utiliser l'ingénierie de sécurité incendie pour effectuer dans un bâtiment bois, enfin pour effectuer des analyses pour un bâtiment bois, afin de respecter en fait les deux objectifs suivants. Il faut montrer que, ayant ce bâtiment en bois, le feu reste confiné à l'étage où il a pris naissance. C'est les notions habituelles des IGH, c'est-à-dire que le feu ne doit pas se propager d'un étage à l'autre, et surtout qu'il n'y ait pas de la ruine de l'édifice. Et quand on dit ruine de l'édifice, c'est-à-dire que c'est pendant toute la durée de l'incendie. Ce n'est pas une notion de 1 heure ou de 2 heures, ça peut être 3 heures si jamais l'incendie est relativement important. Et sans prise en compte des moyens de lutte contre l'incendie, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte des sprinklers si jamais il y avait des sprinklers à l'intérieur, mais surtout on ne prendra pas en compte non plus l'intervention des services de secours. Alors qu'on sait très bien que si on n'a pas de grands incendies, de grands sinistres en France, c'est dû bien sûr au niveau de réglementation que l'on a, mais c'est dû aussi à l'intervention efficace des moyens de secours. Donc, pour ce faire, on a préconisé donc un guide d'application de l'ingénierie de la sécurité incendie à des bâtiments en bois. Ce guide, c'est l'annexe 3 de la note sur les bâtiments de plus de 28 mètres et qui donne en fait un processus pour analyser un bâtiment, ou du moins déjà les différents locaux du bâtiment, de façon à montrer, à vérifier qu'on aura auto-extinction de nos éléments en bois lorsque la charge mobilière aura fini de brûler. Donc ça, c'est le point important pour pouvoir permettre de vérifier la non-propagation du feu d'un local à l'autre et pouvoir vérifier qu'il y a une stabilité dite infinie de notre structure. Donc, il faut, comme toute analyse d'ingénierie de sécurité incendie, définir un certain nombre de scénarios d'incendie dans différents locaux, enfin, etc. Donc, à partir de là, on va considérer que pour un local donné, eh bien, il y a un certain nombre de parois qui sont protégées. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne vont pas l'être. Et quand on parle de parois, on parle aussi des éléments linéaires. À partir de là, on calcule le développement du feu avec notre charge incendie mobilière, plus l'apport que pourra faire donc ces parois non protégées. Ensuite, on va vérifier si, une fois que notre charge mobilière a fini de brûler, on a l'arrêt de combustion des parois ou des éléments linéaires. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir qu'on protège un peu plus nos parois, qu'on ait un peu plus, un nombre plus important de parois protégées. Si c'est le cas, là, on va faire un dimensionnement des éléments de compartimentage, éléments de structure en fonction du feu, de la sévérité du feu qu'on a obtenu. Et on va aussi dimensionner la protection des parois qui sont protégées. Et donc là, il y a aussi un problème qui n'est pas encore tout à fait réglé, mais qui est en train de le devenir, c'est un risque de délamination des panneaux en CLT dans ces circonstances. Et là, c'est en train de se résoudre par des usages de colle un peu différents, mais il manque encore, je crois, quelques certifications pour en être totalement affranchi. Donc, voilà, c'est cette démarche qui peut être faite et c'est cette démarche qui peut être utilisée aussi pour les bâtiments non IGH, mais dans lequel on va simplifier aussi bien au niveau dimensionnement de la protection que dimensionnement des structures. C'est surtout l'arrêt de combustion qu'on va vérifier et à partir de là, on va dimensionner en fonction des exigences de résistance au feu réglementaires habituelles.
Et un certain nombre de vérifications de détails constructifs, bien sûr, selon le guide des interfaces, mais ça, c'est pour tous les bâtiments, tous les ouvrages, quelle que soit leur hauteur. Donc, en d'autres termes, pour les IGH, la recommandation, c'est de faire une étude d'ingénierie de la sécurité incendie, selon les modalités précédentes. L'application des dispositions recommandées vis-à-vis du risque de propagation du feu, donc sur les guides des interfaces, et aussi, et là, il faut en être conscient, dans un certain nombre de cas, les pouvoirs publics vont demander qu'il y ait un système fixe d'extraction automatique à eau. Là, on est en train de travailler là-dessus. Est-ce que ça peut être ce qu'on appelle du brouillard d'eau? Est-ce que ça peut être aussi du sprinkler résidentiel? Donc, on est en train d'essayer de regarder quel peut être donc le coût de ces types de systèmes d'extinction automatique à eau. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut diffuser assez rapidement. Donc, ça, ce n'est pas exigé, c'est des demandes quand les bâtiments sont relativement élevés et quand on a quand même une certaine quantité de bois. On va dire qu'un bâtiment à ossature béton avec quelques parois en bois n'aurait peut-être pas besoin de ce genre de choses, mais bon, je crois que c'est votre objectif de faire des bâtiments beaucoup en béton, c'est surtout en bois. Donc là, ça va être fonction quand même des discussions que vous pourrez avoir avec les commissions de sécurité.